Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux des sénateurs. Et alors que nous entrons dans la grande période budgétaire de fin d'année, je vous propose de suivre l'audition de Christophe Castaner sur le budget du ministère de l'Intérieur pour l'année 2019. Ce ministère fait partie des grands gagnants du projet de loi de finances 2019, puisque par exemple les crédits de la mission sécurité vont augmenter d'1,6%. Et les sénateurs sont très préoccupés par la question du manque de moyens des forces de l'ordre, qui est l'une des causes du malaise dans la police et la gendarmerie, où les suicides se multiplient depuis quelques années. Et cette audition intervient au lendemain du suicide de Maggie Biskupski, jeune policière de 36 ans et qui était devenue l'une des porte-voix de la colère des policiers. Il a été aussi question du budget de l'asile et de l'immigration. Et vous verrez si les sénateurs ont été satisfaits par la hausse de 22% de ce budget pour l'année 2019. Tout de suite, l'audition de Christophe Castaner. Je crois que ce budget traduit une priorité politique claire qui reflète la conscience qu'ont le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement de l'importance des missions exercées par le ministère de l'Intérieur. En effet, c'est pour la seconde année consécutive que les moyens du ministère de l'Intérieur seront en augmentation sensible. Les crédits du ministère de l'Intérieur progresseront ainsi à périmètre constant de 3,4% en 2019, soit une progression de 575 millions d'euros. C'est là, mesdames, messieurs les sénateurs, une orientation forte de ce quinquennat. Dans tous les domaines d'action du ministère de l'Intérieur, non seulement nous consolidons les efforts passés, mais nous les inscrivons dans la durée et en plus nous les accentuons. Un mot d'explication sur cette consolidation. Un certain nombre de plans d'urgence avaient été mis en place, notamment après 2015, sur des politiques de recrutement, mais aussi sur un certain nombre d'actions que vous connaissez bien pour être, je crois, chacune et chacun d'entre vous très attentifs aux politiques et aux enjeux de sécurité que nous connaissons sur notre territoire. Tous ces plans, dans le cadre du budget de l'année dernière, ont été pérennisés, inscrits dans le marbre de la préparation budgétaire, pas forcément dans le marbre du vote budgétaire, mais c'est une vraie transformation qui s'est faite sur ce sujet pour les pérenniser. Et en plus, il a été décidé d'augmenter, au-delà de cette confortation des plans, il a été décidé d'augmenter les moyens du ministère de l'Intérieur. Et évidemment, les moyens du ministère de l'Intérieur qui augmentent concernent au premier chef le budget de la sécurité intérieure. Même si, peut-être dans l'opinion publique, Monsieur le Président, la question du terrorisme semble, même si aujourd'hui est un jour particulier, moins présente, le risque, chacun le sait, est réel. Il est extrêmement présent, il prend des formes différentes. Les formes différentes qu'il prend correspondent au fond au fait que nous avions des interventions, des attentats terroristes qui étaient préparés depuis des pays étrangers. Aujourd'hui, le risque est endogène. Il existe encore de façon internationale, mais Daesh est en particulier particulièrement affaibli, même si, dans ses outils de communication, de propagande à travers les réseaux sociaux, il continue à publier plusieurs dizaines de vidéos chaque jour qui peuvent inspirer un certain nombre d'individus qui auraient des comportements et qui pourraient assassiner, tuer et commettre ou tenter de commettre des attentats. Depuis janvier 2015, la France a fait l'objet de 12 attaques terroristes. Elles ont causé la mort de 246 personnes. Évidemment, sous des formes différentes, organisées, comme celle que nous avons commémorée aujourd'hui, et je crois que nous commémorons dans nos cœurs chaque jour, mais comme celle plus récente, le 12 mai dernier à Paris, où c'est un individu tout seul qui va commettre un attentat terroriste. Par ailleurs, 55 tentatives d'attentats ont été déjouées depuis 2015, dont 20 en 2017 et 6 en 2018. Nous ne comptabilisons pas dans les 6 les tentatives qui ont été préparées par les réseaux d'ultra-droite, non pas parce qu'il y aurait une différence, mais parce que chacun a en tête les attentats poussés par un islamisme radical, et j'utilise le mot, je vous le signale, sans aucune difficulté et sans aucune réserve pour ce qui me concerne, et ça n'a jamais été le cas. Depuis les revers subis par l'État islamique dans la zone irako-syrienne, les choses ont évolué, je vous l'ai dit, et nous sommes passés aujourd'hui à un risque endogène. Est-ce qu'il est plus facile, plus difficile à gérer, à appréhender, à anticiper? Je serais bien incapable de vous donner une leçon formelle sur ce sujet, parce que personne n'est en capacité de vous le dire. Ce que je sais quand même, c'est que depuis 2015, la montée en puissance de notre système d'information et de renseignement permet aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus en amont. Deuxième élément qui a joué sur ce sujet, c'est les coopérations internationales. Il y a aujourd'hui, et je peux en témoigner depuis un mois que je suis en responsabilité sur ce ministère,
un niveau de coopération internationale assez exceptionnel, avec des opérations qui peuvent être signalées par nos services, des GSE, des GSI, d'autres qui le sont par d'autres partenaires, mais qui aujourd'hui nous permet d'avancer, et sans rentrer dans les détails, la dernière interpellation qui a eu lieu à la fin du mois d'octobre relative à un risque terroriste était issue effectivement d'un travail international qui nous a permis d'avancer sur ce sujet. Il y a aussi les outils, je dirais, presque du quotidien, le fichier FSPRT qui permet d'avancer, qui permet d'identifier 10 030 individus. Vous avez peut-être vu que j'ai signé aujourd'hui une circulaire d'information pour les maires. Le président de la République s'y était engagé, je l'évoque juste, elle n'est pas dans le budget, mais je l'évoque juste parce que je sais votre attachement aux politiques territoriales et à l'information territoriale et aux maires en particulier. Le schéma est assez simple. La circulaire que j'ai adressée aux maires aujourd'hui leur demande expressément d'informer les maires à 3 niveaux. D'abord sur le risque global qu'il existe sur la commune, soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle. Un maire qui va organiser un marché de Noël, un maire qui va organiser un grand événement culturel a besoin d'avoir l'information sur le niveau du risque pour prendre les mesures adéquates. Et donc la demande expresse qui est faite au préfet est de renseigner systématiquement, avec le maximum d'informations, le maire sur ce risque-là. Deuxièmement, il y a très régulièrement, j'ai été maire 16 ans et j'ai eu l'occasion d'être confronté à des risques que je pouvais identifier. Il y a dorénavant l'instruction que systématiquement, quand un maire ou l'adjoint à la sécurité informe nos services d'un risque sur telle ou telle famille ou telle personne, il y a un retour d'information sur la façon dont l'État, le préfet, les différentes forces de sécurité ont appréhendé le risque, ont classé, pas classé, traité, interpellé, incarcéré sous conditions judiciaires, et que le maire soit systématiquement informé. Troisième niveau d'information, pour toute personne qui serait dans le fichier FSPRT et qui aurait des fonctions à risque, entre guillemets, au niveau municipal, je pense à une personne qui travaille dans une crèche. Je pense à une personne qui a une responsabilité sur un sujet sensible, qui est dans la police municipale, par exemple. J'ai demandé au préfet de faire l'information systématique des maires sur ces sujets. Évidemment, en échange, je demande la signature d'une charte de confidentialité entre le maire et le préfet, mais je crois que chacun sait ici que personne ne refuserait de la signer parce que chaque maire sait l'enjeu aussi de la confidentialité sur ces sujets. Voilà en quelques mots, peut-être j'y reviendrai sur les moyens humains, mais voilà en quelques mots, Monsieur le Président, un focus très rapide sur la menace terroriste telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle a changé de nature, mais elle est toujours présente au quotidien et elle mobilise très fortement nos forces de sécurité qui, je crois, ont appris de l'épreuve et savent aujourd'hui se mobiliser avec une grande efficacité. Mais plus globalement, la sécurité, c'est aussi cette sécurité antiterroriste, mais aussi cette sécurité du quotidien. Si l'on prend un peu de recul par rapport à 2015, dans les deux forces, on constate, force police et gendarmerie évidemment, que les crédits sont globalement en hausse de 11,9%. C'est une augmentation de 1,4 milliard d'euros. On constate aussi que le budget de fonctionnement et d'investissement des services augmente de plus de 17% par rapport à 2015, soit près de 350 millions d'euros. Le message est donc clair. Les mesures qui étaient hier exceptionnelles et limitées dans le temps, je vous les ai dit, les fameux plans, ont été inscrites dans la durée. Et donc c'est comme ceci que les moyens de sécurité sont restaurés petit à petit. Et il y a encore de la marge, notamment pour atteindre un continuum et un haut niveau encore de sécurité pour nos concitoyens. Mais il y a en plus, effectivement, la volonté de se donner des moyens. Ça répond à ce besoin de sécurité, mais ça répond aussi, Monsieur le Président, peut-être à votre deuxième question, ce malaise grandissant au sein des forces, qui a éclaté avec force en 2016 et en 2017, chacun s'en souvient, qui a éclaté, et je ne vais pas y revenir, on l'a abordé tout à l'heure dans l'hémicycle, après cet acte de guerre, parce que je crois qu'on ne peut pas le qualifier autrement, à l'encontre de 4 de nos policiers, dont 2 véhicules qui surveillaient, il faut s'en souvenir, une caméra qui avait été mise en place pour éviter que quotidiennement les véhicules qui passent sur le carrefour à côté de ces 2 cités ne soient attaqués et que se devienne une règle qui est systématiquement un casse à la portière, comme on dit, pour celles et ceux qui passaient. Mais le gouvernement ne se satisfait pas, je vous le dis, et je ne me satisfais pas de cette consolidation des moyens des forces de sécurité. Et nous avons souhaité accentuer encore l'effort dans 3 principaux domaines. Les effectifs, l'immobilier et l'équipement. Dans notre discussion, on pourra considérer que ça n'est pas assez. Je serai d'accord avec vous. Mais en même temps,
nous savons ce qu'est un équilibre budgétaire de l'État, nous savons ce qu'est une tendance budgétaire. Et là, en 2 budgets, c'est plus de 1 milliard d'euros d'augmentation qui était prévu. Concernant les effectifs, vous le savez, il y a la volonté qui a été engagée en 2015 après les attentats et qui se poursuit aujourd'hui, de conforter nos effectifs. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires ont été engagés dans leur recrutement, avec la volonté de faire l'effort le plus important en début de quinquennat. C'est 2500 recrutements qui sont prévus cette année. Ce sera 1500 pour atteindre l'objectif des 10 000 sur les 2 dernières années du quinquennat. Et en 2018, c'était 2000. Il s'agit d'intervenir sur tous les sujets: sécurité publique, quartier de reconquête républicaine, police aux frontières, services de renseignement. Et dans les services de renseignement, il y a la montée en puissance aussi de la DGSI, avec la volonté de recruter 1900 personnes avec des profils un peu différents directement sur le site. Pour l'année prochaine, ça veut dire que dans nos écoles de police, il faut qu'on arrive à recruter et à former 4500 personnes. Entre les départs à la retraite et les recrutements nets, c'est un exercice difficile parce qu'il y a besoin d'une sélectivité aussi dans les critères de recrutement, et puis il y a besoin aussi de capacité de formation. Mais c'est vrai qu'on a pu, je veux jeter la pierre à personne, on a pu donner la priorité au recrutement en effectif et négliger les moyens en matériel comme les moyens en fonctionnement, et je mets le fonctionnement, les casernes de police et de gendarmerie. Et donc sur les équipements, le niveau atteint dans le budget 2019 doit permettre de donner corps au projet que nous portons, de disposer d'une police et d'une gendarmerie aux ambitions renouvelées, respectées, tirant le meilleur parti du progrès et de la technologie, à la fois pour ces missions, mais à la fois aussi pour se protéger. Et ça répond là encore à votre deuxième question, Monsieur le Président. C'est ainsi, par exemple, que nous avons prévu la commande de 5 800 véhicules neufs dans les 2 forces en 2019, pour un budget de 137 millions. C'est un niveau qui n'a pas été atteint ces 10 dernières années. C'est en procédant de cette manière que nous voulons améliorer l'état du parc. Vous savez que la moyenne d'âge de nos véhicules, aujourd'hui, est supérieure à 7 ans. Non seulement les véhicules sont en mauvais état, mais en plus, ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés aux conditions de travail et d'intervention de nos forces de l'ordre. Et donc, aujourd'hui, y compris sur la typologie des recrutements, des achats, même s'il ne m'appartient pas, moi, de me prononcer sur le type de véhicule qu'il faut acheter, on va plutôt sur des véhicules break, parce qu'on sait que le matériel de nos forces pour protéger nos policiers et nos gendarmes est devenu plus volumineux. Il est essentiel aussi d'évoquer l'équipement technologique de nos forces de sécurité. C'est nécessaire de l'adapter. Avec des tablettes, avec des smartphones, nos forces de sécurité disposent d'un accès facilité au système d'information, et elles peuvent développer de nouveaux modèles de mobilité, renforcer l'opérationnalité sur le terrain, ce qui est absolument nécessaire. Je le vois au fil de mes déplacements, j'en fais presque un par jour. Évidemment, ce qu'on présente au ministre, c'est toujours ce qui va bien. On a tous en tête certaines visites qui sont organisées pour les élus. On va vous montrer l'appartement témoin et on va négliger le reste. Donc je ne suis pas dupe. Mais ce que je vois quand même, c'est une très forte amélioration du matériel qui est mis à disposition de nos forces de l'ordre. Et au fil du premier trimestre 2019, ce sont 50 000 tablettes et smartphones Néopol, 67 000 équipements Néogende qui auront été déployés. 10 000 équipements supplémentaires seront déployés dans la police en 2019. Comme en 2020. Et notre budget donne aussi une priorité sur le financement des caméras piétons. En 2019, ce sont 14 000 caméras piétons que nous allons acheter pour équiper nos forces de l'ordre. Il faut avoir en tête que c'est un outil de prévention majeur. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer un policier qui en est équipé, je lui pose cette question de sa perception, et la première réaction qu'il me fait, il dit « ça apaise la relation ». Parce que l'individu qui pouvait avoir un mauvais comportement sait qu'il est filmé, et ça change fondamentalement la relation. Il y a la question de l'immobilier. Il y a de l'immobilier de qualité dans notre police et dans notre gendarmerie, mais il y a aussi de vrais scandales pour les conditions de travail. Et donc il est nécessaire là aussi de se mobiliser. Dans le projet de loi de finances que je vous présente, 300 millions d'euros sont destinés à financer des opérations de construction ou de rénovation lourde des lieux de vie et de travail des policiers et des gendarmes. Et en outre, on a très fortement augmenté, on l'augmentera encore l'année prochaine, les opérations et le budget dédié aux opérations de maintenance lourde. Il y a 3 fois plus de crédits dans la proposition qui vous est faite qu'en 2015, pour vous donner une tendance à l'augmentation. Mais pour une raison simple, c'est que ces maintenances lourdes permettent de ne pas abandonner certains bâtiments qui, après, doivent être détruits pour être reconstruits. Et donc, ce sont des investissements, au fond, plus rapides et moins chers
que de laisser pourrir certaines situations. J'ai visité dans le Nord, je ne vais pas citer la commune, même si on a annoncé du coup le lancement d'une construction à hauteur de 4,4 millions pour faire un nouveau commissariat, mais j'ai visité un commissariat, c'était une maison bourgeoise des années 30, mais qui est restée dans son jus, de 300 mètres carrés, qui accueille 40 policiers. La salle d'attente, c'est le couloir avec un banc en bois, comme j'ai le souvenir d'en avoir vu dans les écoles quand j'étais petit. Et objectivement, quand on voit ça, on est très perturbé. Donc là, c'était l'appartement témoin négatif qu'on a voulu me montrer. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une réalité. Et là encore, psychologiquement, pour nos policiers, Monsieur le Président, c'est extrêmement difficile à vivre. Si on ne les respecte pas dans l'équipement dont on les dote ou dans l'équipement là où ils travaillent, effectivement, nous sommes les premiers responsables du fait qu'ils puissent ne pas être respectés. Deuxième champ que je veux explorer ou évoquer avec vous, c'est le réalisme et la crédibilité qui doit caractériser l'évolution des crédits dédiés aux politiques d'immigration, d'asile et d'intégration. En 2019, les crédits de cette mission vont augmenter de 13% à périmètre constant, après une progression de 28% en 2018. J'anticipe des questions que vous me pourriez sur ce sujet. Notre pays demeure à une pression migratoire intense, évolutive, qui appelle de notre part des réponses et des actions déterminées, mais aussi équilibrées. J'étais hier matin sur la frontière des Pyrénées, de la France et de l'Espagne dans les Pyrénées. J'ai rencontré dans la foulée le ministre de l'Intérieur espagnol. Je me rendrai jeudi soir au Maroc parce qu'aujourd'hui, des 3 routes que nous connaissions en matière migratoire, c'est celle de l'Espagne qui est devenue la première route. Les 2 autres se sont taries. Il reste un point de pression fort sur la Grèce. Mais sinon, partout ailleurs, ça s'est tari. Et ça a très fortement augmenté, avec près de 50 000 entrées en Italie depuis le début de l'année. Et une situation particulière pour ce qui concerne notre pays, c'est que pour l'essentiel, c'est une migration qui vient de pays francophones et dont la destination, c'est la France et la Belgique pour l'essentiel. À la fois parce qu'il y a des contacts, des familles, des amis, et il y a la langue, et donc nous savons cela. Et en même temps, nous savons que dans ces pays-là, la question du risque politique et donc de la demande d'asile n'est pas le sujet. Pour exemple, alors que la pression est extrêmement forte, il y a eu une question la semaine dernière d'une sénatrice des Pyrénées Atlantiques sur ce sujet, alors que la pression est extrêmement forte sur Bayonne, à Bordeaux, qui est le centre qui gère les demandes d'asile, nous avons une baisse de 5 à 6% des demandes d'asile. Et donc nous voyons qu'on est clairement là sur une migration économique irrégulière, dès lors que nous n'avons pas vocation à accepter en France cette migration-là. Et donc, j'ai travaillé hier sur la frontière, j'ai travaillé hier avec le ministre espagnol pour renforcer les moyens, effectivement, d'anticipation, et j'irai au Maroc, parce que c'est évidemment au niveau du chemin d'accès qu'il nous faut intervenir sur ces sujets. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons l'ambition de développer des moyens, nous y reviendrons, sur l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, avec la création de 1000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, 2500 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et 2000 places de centres provisoires d'hébergement qui visent à faciliter l'accès à tous pour les réfugiés et les plus vulnérables au logement. Je voudrais, et je vais essayer de ne pas être trop bavard, évoquer la situation très paradoxale que nous vivons en France. Alors que les migrations ont baissé de 95% en Europe par rapport à 2015, nous avons des augmentations en France l'année dernière et cette année. Parce que nous sommes un pays de rebond, un pays secondaire d'immigration, notamment pour ceux qui ont demandé statut de réfugié dans un pays d'origine et qui, au bout de quelques mois, viennent le demander dans un second temps en France, avec des sujets qui doivent nous interpeller. Les Afghans, par exemple, savent que s'ils viennent en France, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir le statut de réfugié qu'ils ne l'auraient eu en Allemagne. Je pense que nous devons travailler à une cohérence d'évaluation. Et je vous le dis, j'assume que nous soyons généreux sur la question des réfugiés, mais évidemment en prenant en compte la réalité. Il y a des évolutions législatives récentes. La Cour d'appel de Douai, par exemple, et au moment où nous avons pris la décision d'évacuer le camp de Grande-Sainte, ça nous a aidés. La Cour d'appel de Douai a jugé qu'un Kurde irakien, selon la région d'où il venait en Irak, ne pouvait pas revendiquer d'être dans un pays à risque. Et ça, ce sont des éléments qui doivent nous permettre, dès lors qu'ils sont connus, dès lors qu'ils sont martelés, dès lors que je les évoque devant vous, mais ailleurs dans les médias, comme ce sont des filières très organisées,
elles savent du coup lire, entendre, et donc elles pourront évoluer. Mais ce sont là des filières qui passent par la France pour aller, par exemple, en Grande-Bretagne, ce qui n'a rien à voir sur l'immigration économique pour l'essentiel que j'évoquais du côté de l'Espagne. Deuxième élément, la volonté posée par le gouvernement de pouvoir traiter les demandes d'asile dans un délai de 6 mois en moyenne. Des renforts et des moyens supplémentaires sont alloués sur tout le segment de la chaîne d'asile. C'est à la fois une ambition humanitaire, mais c'est aussi une ambition d'efficacité. Parce que si vous mettez 2 ans, 3 ans pour dire à quelqu'un qui du coup s'est installé sur le territoire qu'il n'aura pas ses papiers, on sait très bien que ça ne peut pas aboutir à terme dans des retours au pays, pour chercher une terminologie simple. Et donc il est essentiel que nous puissions aller vite sur ce sujet-là. Vous m'interrogez tout particulièrement sur l'immigration irrégulière. Elle doit être ambitieuse, crédible et déterminée. Parce qu'au-delà des différences qu'on peut avoir politiques, une chose est sûre, c'est que si nous subissons aujourd'hui une immigration économique irrégulière non gérée, le discours volontariste de générosité que nous pouvons avoir sur la question de l'asile tombera. Et donc il est absolument indispensable que nous puissions assumer d'avoir une gestion ambitieuse, crédible, déterminée, ferme des immigrations irrégulières pour garantir justement ce qui fait, à mon sens, l'honneur de la France, qui est sa capacité justement à amplifier notre ambition sur l'asile. Je voudrais préciser que nous avons depuis 2 ans une reprise nette des éloignements. Après une hausse de 14% en 2007, nous constatons une nouvelle augmentation sur les premiers mois de l'année de 20% sur l'éloignement des étrangers qui doivent quitter le territoire national alors qu'ils ne disposent pas du droit de séjour. J'ai demandé au préfet que j'ai réuni la semaine dernière d'être très attentif sur ce sujet et d'amplifier cette dynamique. Et pour cela, des moyens supplémentaires étaient nécessaires. Des places en CRA, parce que quand la personne est en CRA, la reconduite, l'éloignement est nettement facilité. Dans 1 cas sur 2 d'éloignement, c'est parce qu'il y a eu ce passage en CRA et que du coup on a pu identifier et accompagner la personne. C'est la raison pour laquelle dans ce budget, par exemple, nous prévoyons un plan d'investissement en CRA à hauteur de 48 millions d'euros. Le troisième axe de notre politique, c'est celui de changement d'échelle sur les politiques d'intégration des étrangers. Là encore, nous pouvons être en désaccord. Mais si une personne voit son statut reconnu et qu'on lui dit « oui, vous pouvez rester en France », il faut lui donner les moyens de l'intégration. Je vous le dis, depuis de trop longues années, on a eu des débats sur les chiffres, on peut continuer à en avoir, mais on ne s'est pas assez préoccupé de la qualité de la question de l'intégration, la maîtrise du français, la compréhension des valeurs républicaines qui font notre vivre ensemble. Et donc nous agissons sur ce sujet-là, tout comme nous agissons auprès de l'OFPRA et auprès de l'OFII pour leur donner des moyens supplémentaires. J'y reviendrai si vous avez des questions particulières sur ce sujet. Vous voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce budget pour 2019 donne des moyens d'une politique ambitieuse pour faire face aux défis d'immigration et d'intégration des étrangers en France, comme pour garantir les termes d'un contrat opérationnel avec la nation à la hauteur des enjeux de sécurité. Mais je voudrais aussi évoquer le budget de transformation tourné vers l'avenir qui doit nous permettre de préparer les défis de demain. La question, par exemple, de la DGSI. Ça rejoint le sujet que nous évoquions tout à l'heure. Moi, je pense que nous sommes face à une menace longue, et que du coup, il faut donner des moyens. Donc la DGSI, ce sont des moyens humains, mais c'est aussi la création d'un site unique. Actuellement, la DGSI est sur 3 sites de qualité. Des investissements vont encore être faits sur le site de Neuilly. C'est ça, hein, c'est Neuilly, pour améliorer les conditions de travail. Mais j'ai demandé au nouveau DGSI que d'ici 2022, je trouve les délais longs, mais c'est difficile de faire autrement, il puisse avoir un site unique. C'est une opération de 450 millions d'euros qui est prévue, qui ne sont pas dans les 310 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure pour l'immobilier de nos policiers et de nos gendarmes. Je distingue bien cela. Et donc nous mettons dès 2019 des crédits d'études, parce que nous n'avons pas besoin de plus, mais pour lancer cela. Il faut avoir en tête que ce ministère est un grand ministère de main-d'œuvre. L'essentiel, main-d'œuvre étant un élément de qualité, il n'y a pas de jugement de valeur en vous disant ça. Et donc ce sont des femmes et des hommes, pour l'essentiel. Et donc il est nécessaire aussi
d'accompagner le virage technologique pour tirer le meilleur parti de la révolution numérique. Et je dirais presque pour faire en sorte que nos policiers et nos gendarmes puissent être au maximum sur le terrain et de moins en moins dans des bureaux à faire de la paperasse, question qui m'a été posée tout à l'heure. Et donc, il est nécessaire, là encore, de leur donner des moyens. Et il y a 4 chantiers, à mon sens, majeurs sur cela. Tout d'abord, un plan d'investissement de 22,5 millions destiné à mettre au meilleur niveau technologique les réseaux, outils et techniques de renseignement de la DGSI. Ensuite, 11 millions seront dédiés à la modernisation des centres d'information et de commandement pour accompagner le pilotage des interventions de police-secours et l'efficacité et la rapidité du traitement des urgences. Troisième projet d'importance que j'évoque devant vous, 10 millions seront consacrés à la mise en place d'un plan de renforcement de la sécurité des applications et systèmes d'information du ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas assez protégés. Je ne suis pas sûr que nous serons demain encore assez protégés, qu'il s'agisse du Sénat, du ministère de l'Intérieur, parce que les hackers sont de plus en plus offensifs, pour les qualifier comme cela. Mais je pense que le ministère de l'Intérieur n'a pas le droit à l'erreur, que la confiance de nos concitoyens dans l'action des forces et la protection des libertés publiques en dépend, et donc il nous faut investir massivement sur ce sujet. Le dernier projet que je souhaite évoquer, c'est le réseau radio du futur. 22,5 millions d'euros seront mobilisés en 2019 pour entrer dans la phase opérationnelle de ce projet, dont je crois la plupart d'entre vous connaissez l'enjeu. Préparer l'avenir, c'est investir, mais c'est aussi s'engager dans des réformes structurelles destinées à transformer le ministère et ses réseaux. Mon discours est simple. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts, de contribuer à des réformes et à des transformations si nous-mêmes on n'en fait pas. Et donc il est nécessaire que le ministère de l'Intérieur soit exemplaire aussi dans sa capacité à changer. Il y a quelques dossiers fondamentaux qui n'ont pas de traduction budgétaire, mais je pense utile de les évoquer devant vous. D'abord, un pilotage financier transversal. J'ai confié au secrétaire général, au nouveau secrétaire général, le préfet Mirmand, cette mission. Il y a eu des inquiétudes sur le suivi budgétaire l'année dernière. Je vais évoquer cela. Ça fait l'objet d'un rapport de l'inspection générale. Il n'est pas encore rendu. L'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances sur ce sujet. Il faut un pilotage financier fin. Parce que je ne veux pas qu'on soit dans la situation qu'on a connue l'année dernière, où parce qu'il y avait des dérapages sur des masses salariales, on a dû couper dans d'autres dépenses, et notamment sur celle de la réserve. Or, la réserve est essentielle, on la connaît sur nos territoires, et donc il a fallu agir, et le choix qui a été fait était bon, parce qu'il n'est pas question de déraper sans réagir, mais il est essentiel d'avoir une anticipation la plus forte, d'où ce pilotage financier transversal. Deuxième ambition, approfondir la politique de substitution, avec un objectif de 800 substitutions par an. Ça veut dire quoi ? C'est que là où j'ai un policier ou un gendarme qui fait une tâche administrative, j'ai tout intérêt à la remplacer par un administratif et à envoyer mon policier et mon gendarme, excusez-moi du possessif, sur le terrain. D'abord parce que c'est plus efficace, et ensuite parce que c'est leur demande. Les policiers et les gendarmes, pour l'essentiel, qui ont été recrutés, veulent être sur le terrain. Ils n'ont pas été recrutés pour être dans des bureaux. Et certains, oui. Évidemment, il ne s'agit pas de bousculer. Nous aurons besoin d'en garder dans nos administrations, dans les emplois fonctionnels, dans des tâches fonctionnelles. Mais l'objectif, c'est de substituer avec un objectif de 800 cette année et de 5000 sur l'ensemble du quinquennat. Ensuite, j'ai demandé une réduction des effectifs de cabinet et d'état-major en centrale. Et puis, 2 sujets qui me paraissent majeurs. Difficile à mettre en œuvre. Vous connaissez le fonctionnement de notre maison. C'est la création d'un service ministériel des achats pour optimiser l'organisation de cette fonction et faire des économies par la mutualisation des commandes et la massification des achats. Et ensuite, c'est la mise en place d'une direction unique du numérique pour assembler les moyens, les savoir-faire, qui sont aujourd'hui dispersés dans 10 programmes budgétaires différents, 3 services centraux, une direction de la préfecture de police et 2 opérateurs. Inutile de vous dire que celui qui peut s'y retrouver là-dessus, il mérite de diriger tout de suite le nouveau projet, parce que c'est quand même un sujet extrêmement difficile. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, je continuerai mon propos en évoquant quelque chose qui n'a pas forcément de traduction budgétaire, mais qui est important, et je sais les sénateurs attachés à la dimension départementale. Dans la réforme de l'organisation territoriale de l'État, le Premier ministre a arbitré il y a quelques semaines, quelques jours, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui soit pilote, les préfets en particulier, pour valoriser dans toute organisation et redépartementaliser notre organisation de l'État. Qui mieux que les préfets sont dans cette capacité-là, évidemment en lien avec les autres responsables des autres ministères. Mais je voulais, pour clore mon propos, vous dire que la confiance portée par le Premier ministre dans nos préfectures, dans nos sous-préfectures, dans ce maillage territorial de proximité absolument essentiel, doit nous permettre aussi une réorganisation de l'État qui permettent d'avoir dans les départements une parole unique suffisamment forte, que quand on est confronté à une difficulté, à un projet, on puisse
aller voir le préfet, à charge pour lui de travailler avec l'ensemble des acteurs de ce dossier, qu'il relève du ministère du Développement, de l'Environnement, de la Santé ou autre, mais qu'on n'ait pas la multiplication d'acteurs qui pensent ne dépendre que du ministre et qui du coup négligent la dimension départementale. Mais je voudrais terminer sur cette question, commencer par cette question-là, effectivement, du nombre des éloignements. Si nous sommes à 12% et demi depuis le début de l'année, c'est bien qu'il y a un problème. Et le problème, nous le connaissons, puisque nous avons été en commission, et vous le savez certainement, comment ça fonctionne. Donc, il faut avoir des laissez-passer au consulaire, et après, de la façon dont nous expulsons sur des avions civils, d'autres le font avec des avions militaires, et certains disent partir, prennent de l'argent pour partir, et finalement ne repartent pas. Donc on ne peut pas se satisfaire de 12,5% d'éloignements réels. Après, il y a la question évidemment du nombre. Pays de rebond, pays attractif, et on le comprend, nos systèmes sociaux sont attractifs, et c'est bon signe, ils vont continuer à être attractifs, sauf que nous ne pouvons pas gérer correctement une intégration vu les nombres de personnes que nous avons, vu les détournements de l'asile. Et là, l'exemple cité en premier sur la non-application des décisions de justice pose un vrai problème. Et ça fait des années que ça dure. Et aujourd'hui, la politique menée n'est pas rassurante dans la mesure où les chiffres envisagés par le gouvernement pour bâtir le budget font que ce budget, comme tous les autres, malgré une très forte augmentation, risque d'être, encore une fois, insincère. Donc ne faudrait-il pas faire des choses comme ce qui se passe à l'étranger? Je sais qu'en Allemagne, ils ont élargi le nombre de pays sûrs pour pouvoir expulser rapidement, de manière certaine, ceux qui ne méritent pas d'être demandeurs d'asile. Et la question que je voudrais poser, qui est liée à ce qui se passe actuellement et en ce 13 novembre, moi je ne peux pas ne pas poser cette question concernant les djihadistes qui reviennent des théâtres extérieurs et ceux qui vont être libérés de prison. Donc la question sur le coût de l'immigration, puisque nous sommes en commission des finances pour ma part, vous avez parlé de consolider et d'avoir une vue unique sur le ministère de l'Intérieur sur un certain nombre de sujets d'investissement. Ne faudrait-il pas, de manière urgente, consolider le coût de cette mission qui s'appelle Immigration, Asile, Intégration? Car, effectivement, nous sommes un peu plus d'1,5 milliard, et dans certains documents de l'État, j'ai pu trouver un chiffre avec l'administrateur de 6,2 milliards. Donc nous rapportons sur 1,5 milliard, un peu plus d'1,5 milliard, et sur d'autres documents, on trouve 6,2 milliards. Et encore, cela ne prend en compte qu'une partie, infime partie, puisqu'on ne prend pas évidemment tout ce qui relève de la sécurité sociale, tout ce qui relève des départements. Et je termine sur cette remarque-là. Nos lois que nous avons votées l'année dernière, la dernière loi Asile et Immigration, qui facilite l'accès au territoire pour des mineurs isolés, eh bien, nous avons vu par l'Espagne, justement, une recrudescence de mineurs isolés. Et ces mineurs isolés, s'ils relèvent de l'asile, vont pouvoir faire venir leur famille. Merci, cher collègue. Le ministre va vous répondre. Monsieur le ministre, c'est vraiment l'interrogation qui revient tout le temps. 50 838 obligations de quitter le territoire français prononcées, seulement 6 406 exécutées. Le chiffre qu'ont donné nos deux collègues est exact. 12,6% des décisions d'éloignement seulement sont exécutées sur les 6 premiers mois de 2018. Et au fond, la question que nous nous posons, c'est quelles initiatives nouvelles face à cette difficulté récurrente à renvoyer vers leur pays les gens qui n'ont plus rien à faire en France, quelles initiatives supplémentaires allez-vous prendre pour faire face à ce phénomène et à cette déception ? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce budget n'est pas sincère, mais j'ai compris que votre approche a été plus globale sur un phénomène. Moi, je ne parle que du budget du ministère de l'Intérieur, et sur Asile et Immigration, c'est le programme 303. Vous avez le chiffre précis, 1 milliard 281 millions, c'est le programme 303 du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas dans le budget de la sécurité ou de la sécurité civile des dépenses qui sont liées à ça. Ensuite, vous évoquez les dépenses des départements, l'engagement de l'État. Ça, c'est un travail parlementaire que vous pouvez faire, évidemment, mais le ministre de l'Intérieur, là-dessus, n'a pas à se prononcer. Je reviens sur le 12,6%, et je vous redis qu'il ne concerne que les éloignements forcés de personnes placées sous l'obligation de quitter le territoire français. Or, il y a d'autres dispositifs d'éloignement que j'ai évoqués, le départ aidé, le départ spontané. Sauf exception,
je ne peux pas vous laisser dire que certains prennent l'argent et ne repartent pas. Il y a certainement des gens qui passent à travers la raquette, mais le dispositif qui a été mis en place par les services est plutôt efficace sur ce sujet. Ce que je ne vous dirai pas, c'est que certains ne reviennent pas. Mais il faut avoir en tête, je crois, par exemple, pour un Albanais qui retourne en Albanie, c'est 300 € l'aide au départ. Voilà ce dont on parle. On n'est pas non plus sur des montants énormes, mais je ne peux pas vous garantir. Par contre, ceux qui prennent cette aide-là, dans l'essentiel, pas la majorité, dans la quasi-totalité, repartent aujourd'hui. On a un dispositif qui permet d'avancer là-dessus. Sur le nombre de pays sûrs, sur votre remarque, en dehors de la question des Afghans, où on a une appréciation différente entre l'Allemagne et la France, on est à peu près sur des approches similaires si on fait un comparatif des pays sur ce sujet-là. Mais sur le fond, je partage votre exigence de législateur et pour l'exécutif, il faut améliorer notre efficacité dans la conduite des opérations d'éloignement. C'est d'abord des recrutements humains, des effectifs dédiés que nous augmentons pour ce sujet. C'est un budget qui augmente aussi sur le financement des départs volontaires. C'est la création de places en CRA et je vous ai dit l'efficacité du passage en CRA. C'est la rapidité de la procédure qui permet effectivement d'avoir la réponse diplomatique le plus rapidement possible. Et donc c'est l'augmentation des délais qui ont été votés dans une loi récente sur ce sujet pour justement faire en sorte que les réponses diplomatiques nous arrivent dans les temps, quand 1 sur 2 arrivait après que la personne demandeur soit sortie de notre système de vue et d'accompagnement possible. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse avancer sur ce sujet. Sur l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et présentant une menace à l'ordre public, le ministère, et j'ai fait une circulaire du 20 octobre, qui demande le ministère a fait, qui demande d'intervenir sur ce sujet, de renforcer systématiquement ce sujet. Et c'est ce que je voulais dire, j'ai réuni les préfets la semaine dernière et je leur ai demandé d'être extrêmement vigilants. Personne ne comprendrait qu'on soit dans un risque élevé provoqué par quelqu'un qui n'aurait pas dû rester en France et qui serait resté en France. Et je vous promets que j'ai encouragé, entre guillemets, les préfets à être particulièrement attentifs sur ce sujet. Monsieur le ministre, quelques chiffres pour le département de l'Aveyron dont je viens. Il y avait en 2016 40 MNA, mineurs non accompagnés, en 2017 170 et en novembre 2018 nous avons traité plus de 700 mineurs non accompagnés. Vous avez vu un petit peu l'explosion. Donc, budget du département, quelques centaines de milliers d'euros en 2016. Nous sommes à plus de 4 millions d'euros aujourd'hui, en 2018, qui sont budgétés pour faire face à cela. Mineurs non accompagnés dont on sait, encore que ce soit difficile à déterminer, qu'il y en a 40% qui sont souvent majeurs. Il y a peu à Rennes l'ADF, l'Association des départements de France, qui a demandé au Premier ministre et à vous-même de compenser cela. J'aimerais savoir, vous allez essayer bien sûr de tarir un petit peu cette immigration, mais j'aimerais savoir ce que vous comptez faire en matière de compensation au niveau des fonds de concours pour les départements. Aujourd'hui, j'ai eu le président du conseil départemental de l'Aveyron tout à l'heure, on m'a dit que 17% de cette somme supplémentaire budgétée allait être compensée par l'État, ce qui est très peu. Et je vais juste vous dire une chose, il y a 3 ou 4 ans, et je crois que Manuel Valls, sous 5 ans, se plaisait à dire que les départements ne devaient plus exister. Heureusement d'abord qu'ils existent aujourd'hui, pour cela, pour assurer cette fonction. Et encore une fois, j'aimerais savoir comment nous allons pouvoir compenser ces dépenses supplémentaires des départements dans un moment où, sous l'effet ciseaux, ils ont beaucoup de problèmes pour investir par ailleurs. Monsieur le ministre. Même Manuel Valls qui avait évoqué ça dans un discours de politique générale, mais qui avait aussi proposé, par exemple, que l'État reprenne la gestion du RSA directement, et ça avait fait un débat, et les départements avaient souhaité ne pas converger sur cette approche-là. Ce que je veux dire, c'est, d'abord, la problématique que vous soulevez sur la très forte augmentation des MNA en France est réelle. On se situe à peu près à 15 000 cette année, le nombre de MNA. Si je compare sur quelques années, c'était multiplié par 3. Et donc, pour les départements qui ont cette responsabilité, c'est effectivement extrêmement lourd. Le gouvernement, vous l'avez rappelé, vient de faire des propositions à l'ADF. Elles répondent, je crois, aux attentes. D'abord, le fait d'avoir un fichier national pour éviter le nomadisme, entre guillemets nomadisme, je dis ça pour éviter qu'un morceau de mon propos soit repris et que ça fasse l'objet d'un tweet, sur ce sujet, pour contribuer à évaluer les besoins et à faire évoluer les dispositifs, et d'autre part une mobilisation de 142 millions d'euros qui sont proposés pour améliorer l'accompagnement et qui sont des dotations directement au département. Je ne sais pas
sur ces 142 millions, quel montant correspond à votre département. Je n'ai pas cette information, mais je ne doute pas que Sébastien Lecornu pourra vous la fournir. Voilà, je sais qu'il y a une discussion, que l'Association des départements de France a indiqué que c'était une partie du chemin et qu'il restait une partie du chemin. Par ailleurs, j'en profite sur la lutte, les moyens de lutte contre l'antisémitisme. Alors, si le président Bas considère qu'il vaut mieux retarder pour la cohérence de l'audition, ma question, je peux la poser tout de suite. Alors, Monsieur le Premier ministre a fait une tribune via les réseaux sociaux retentissante concernant sa volonté de lutter contre l'antisémitisme en faisant valoir que pour l'année 2018, sur les 9 premiers mois, il y avait une augmentation, je crois, de 69%. Et il a fait cette tribune le 9 novembre, 80 ans après la nuit de cristal. Je crois que l'histoire est importante pour nous en faire quelques enseignements. Je crois parfois que les parallèles peuvent être malheureux dans la mesure où l'antisémitisme que nous observons, en tout cas c'est ce que peut-être vous me confirmerez, a une nouvelle forme. Les nouvelles formes d'antisémitisme, il n'est pas forcément et généralement pas le vieux antisémitisme maurassien qui est largement aujourd'hui, heureusement, condamné et contenu. Il est d'une autre forme. Je pense notamment à la tribune des imams indignés qui avait eu lieu il y a 6 mois et qui mettait vraiment en exergue, et on a assez reproché leur silence d'ailleurs pour ne pas applaudir à l'initiative, qui mettait en exergue donc l'existence d'un antisémitisme structurel dans certaines couches de la population, en tout cas qui était mis en exergue par ces imams-là. Et moi, la question que je vous pose, Monsieur le ministre, c'est quels moyens vous allez développer non seulement pour bien analyser ces nouvelles formes d'antisémitisme, et je ne parle pas des plus terribles, hein, je pense à Yann Halimi, mais je pense dernièrement à Mireille Knoll, qui a été défenestré, acte antisémite caractérisé et entendu comme tel. Je parle de l'antisémitisme beaucoup plus diffus. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez développer, non seulement en termes d'analyse qualitative de cet antisémitisme, pour bien avoir les moyens de lutter contre et de ne pas se tromper de moyens. Et d'autre part, le Premier ministre a dit qu'il ne voulait rien laisser passer sur Internet et les réseaux sociaux. Nous avons depuis 2009, et avec la Commission des lois, nous avons visité la plateforme Pharos. Pharos a une compétence qui est reconnue, mais il va falloir sans doute développer des moyens considérables pour suivre ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui est aussi une manifestation de cet antisémitisme-là. Merci, chers collègues. Le ministre va vous répondre. J'ai pris cette question sur la sécurité parce que M. François Bonhomme ne pouvait pas être là dans la suite de l'audition. Alors, Monsieur le ministre. Sur le constat, évidemment, constat partagé d'horreur face aux propos haineux et discriminatoires que l'on connaît aujourd'hui et aux actes. 125 actions ont été qualifiées d'antisémites depuis le début de l'année, 261 menaces, la moitié à peu près en Île-de-France. Et donc évidemment, ça n'appelle de ma part que cette condamnation d'horreur, et je suis sûr je sais que nous la partageons. Deuxième élément, il y a ces nouvelles formes, vous les évoquez. Vous avez évoqué la plateforme Pharos, sur laquelle nous avons décidé de doubler les moyens humains pour justement instruire et réagir le plus vite possible. Je pense aussi à une autre façon d'intervenir, c'est de travailler directement avec les opérateurs. Et le président de la République a annoncé hier un travail de coopération avec Facebook pour mieux réguler ce type de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est une démarche innovante. Si nous arrivons à l'encoder avec Facebook, ça permettra vraiment aussi de la relayer avec tous les autres opérateurs et ça doit nous permettre d'avancer sur ce sujet. Enfin, il y a de façon plus globale. Vous savez que le Premier ministre avait confié une mission à l'écrivain Karim Amelal, à la députée Laetitia Avia et au vice-président du CRIF Gilles Taïeb de rédiger un rapport sur les moyens de lutter pour le plan contre l'antisémitisme et le racisme, notamment sur Internet. Il y a 20 recommandations qui nous ont faites. Certaines commencent à être reprises, notamment par la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui, la semaine dernière, ont travaillé sur ce sujet, ont prévu des procédures simplifiées pour dénoncer les propos haineux s'ils sont commis via Internet. Ils ont aussi soutenu quelque chose qui commence à monter en puissance, qui peut être efficace. Je dis qu'il peut-être parce que ça ne l'est pas encore totalement, mais qui commence à être efficace,
c'est la pré-plainte en ligne et la possibilité demain de pouvoir déposer la plainte en ligne et de la même façon faire en sorte qu'on puisse avoir dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, des gens formés pour accueillir ce type de plaintes qui sont toutes particulières et donc qui nécessitent un accompagnement spécifique. Donc il y a un travail de formation qui a été fait sur nos agents. Voilà quelques pistes pour répondre à votre question, mais évidemment la lutte contre l'antisémitisme et le racisme doit être une de nos priorités. Et c'est pour ça qu'on a décidé notamment de renforcer les moyens de Pharos, mais pas seulement de former un policier ou un gendarme référent, et vraiment de se donner les moyens, parce qu'un des problèmes que nous avons aussi, c'est que la statistique qui augmente après 2 années de forte baisse ne veut pas dire grand-chose si les victimes ne portent pas plainte. Or aujourd'hui, je pense qu'on a encore un taux élevé de personnes qui ne portent pas plainte parce qu'ils se disent bon, qu'est-ce que ça va donner, qui n'ont pas forcément confiance. Et donc, il est essentiel que nous encouragions toutes les victimes de ces comportements, de ces actes ou de ces menaces, je mets bien 3 niveaux, à porter systématiquement plainte. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur André Reichardt. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 2 petites questions rapides. La première porte sur l'amélioration du retour des déboutés du droit d'asile dont on a déjà parlé tout à l'heure. Vous disiez que cette amélioration passe incontestablement par la discussion avec les pays d'origine. Je partage bien sûr cette opinion. On sait que certains pays se caractérisent par des taux de retour particulièrement bas, tout simplement parce qu'ils ne le souhaitent pas. Très directement, quelles mesures, vous dites que vous allez au Maroc, mais ça c'est plutôt un pays de transit. Vis-à-vis des pays d'origine, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour améliorer ce taux? Ça passe par naturellement une négociation, mais quelles sont les décisions? Je vais être encore plus explicite. Est-ce que vous envisagez de recourir à une mesure donnant-donnant concernant les visas? Vous voyez de quoi je veux parler. J'ai déjà eu l'occasion d'interroger l'un ou l'autre des ministres à cet égard. Deuxième question très rapide qui concerne aussi, si Monsieur le Président l'autorise, la sécurité, parce que moi aussi je vais être obligé de partir assez rapidement. C'est sur le fichier domiciliaire, Monsieur le Ministre. Moi j'avais sollicité votre prédécesseur, j'avais même rencontré Monsieur le Directeur des Libertés Publiques à cet égard. Je suis dans une région où il y a un fichier domiciliaire qui existe en vertu du droit local alsacien-mosellan, mais qui n'est pas sanctionné pénalement. Par le passé, il l'était, et tous les maires avaient une connaissance naturellement très précise des personnes qui venaient, qui quittaient la commune, et puis ça avait naturellement beaucoup d'intérêt, à la fois pour recenser les enfants non scolarisés, et en matière de terrorisme, vous savez, ça peut jouer aussi un rôle. Donc, on m'avait dit, le directeur de Liberté Publique, il y a quelques mois, m'a dit qu'effectivement, il allait y réfléchir avec le ministre. Le ministre est parti. Que pense le nouveau ministre? Bien, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Et nous passons ensuite à la sécurité. Sur le premier volet, l'expression, vous l'avez mis entre guillemets, donnant-donnant, vous savez, c'est le principe de la négociation et de la négociation internationale en particulier. Donc il y a une double dimension. Je vais prendre un exemple. La relation que nous avons, et c'est sous la responsabilité de Jean-Yves Le Drian, mon collègue en charge de l'Europe et des affaires étrangères, mais la relation que nous avons avec les Comores en rapport avec Mayotte. Ce sujet a été évoqué dans les discussions entre les autorités pour faire en sorte que Mayotte, qui avait bloqué pendant un temps les retours vers l'État de Mayotte, se soit montré plus ouvert. Aujourd'hui, on a un système qui permet les reconduites avec une vraie fluidité. Et c'est nécessaire pour Mayotte en particulier. Donc, voilà, vous avez ma réponse à travers les lignes de ce que je vous réponds. Mais il y a l'autre volet, c'est aussi l'aide publique au développement, qui est un levier fort. Le président de la République s'est prononcé il y a quelques semaines sur ce sujet. Et je pense qu'il nous faut aussi avoir en tête le pari qui doit être fait, qui est celui du co-développement et donc du développement local, qui est la garantie de faire en sorte qu'on n'ait pas de phénomène migratoire massif. Vous savez, l'enjeu migratoire à 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est 3 à 500 millions de personnes. Et donc il faut avoir cela en tête, et donc il faut faire le pari, ne semble pas en jeu, mais il faut tout faire qui doit permettre justement d'assumer et de développer les capacités économiques locales pour faire en sorte qu'on n'ait pas forcément à faire face à ce système migratoire. Et puis des coopérations avec les pays sont aussi construites sur des méthodes de lutte contre, par exemple, le trafic des migrants. On a une convention sur laquelle nous sommes en train de travailler avec le Sénégal,
que je souhaite mener à bien parce qu'elle doit permettre aussi de tarir les organisations mafieuses qui sont mises en place sur le trafic de migrants. Il nous faut intervenir là-dessus. Avec la Guinée, on a aussi une démarche assez opérationnelle. Là, il y a une unité avec des femmes et des hommes qui sont envoyés de lutte contre les réseaux de trafiquants. Donc il y a vraiment la question diplomatique, de négociation à travers les visas, la question de la discussion à travers la coopération et l'enjeu de la coopération, et la question opérationnelle à travers des moyens aussi de fragiliser en amont et de lutter contre toute forme de trafic sur ces sujets. Sur le fichier domiciliaire, je sais l'important travail que vous avez fait sur le sujet. Je vais être honnête avec vous, j'ai demandé au service de me faire remonter des éléments sur ces travaux. Je n'ai pas de position aujourd'hui parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y travailler, et donc je ne manquerai pas de revenir vers vous sur ce sujet, mais laissez-moi un peu de temps. Monsieur Henri Leroy, rapporteur pour avis du budget sécurité. Tout à fait. Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans vos propos introductifs, j'ai retenu une phrase. C'est vrai qu'on veut toujours montrer au ministre tout ce qui va bien. C'est pas qu'on cache tout ce qui va mal, mais vous le savez que dans les forces de sécurité, rien n'est au beau fixe, et vous en êtes très conscient, puisque à la région PACA, fut un temps, vous avez fait l'inventaire, et on est loin de la situation dans la région parisienne, petite et grande couronne. Alors, mes questions sont très simples. J'ai 5 points, 5 petits points. Le 6e, je laisserai à François Grosdidier la poser. Ça concerne notre enquête sur l'état des forces de sécurité. La première, c'est les heures supplémentaires. L'ensemble de l'encadrement de la police reconnaît qu'il y a à peu près un stock de plus de 23 millions d'heures supplémentaires, 24 millions selon les syndicats. Elles n'ont pas pu être rémunérées, elles ne sont pas récupérées. Avez-vous un plan pour résorber ce stock? Car il y a une grande attente, tout corps confondu, dans la police. Ma deuxième question, c'est la PSQ qui a été annoncée avec forte communication, en tout cas. Aujourd'hui, dans le budget 2019, c'est vrai que les deux précédents budgets, celui-là et le précédent 2018, c'est un budget qui est en évolution, mais qui ne fait qu'entretenir, pour moi en tout cas, pardonnez-moi le terme, la misère des forces de sécurité. Dans cette PSQ, il y a quelques centaines de postes supplémentaires qui ne seront, semble-t-il, pas suffisantes pour occuper le terrain comme il a été annoncé. Est-ce qu'il y a un calendrier précis? La troisième, c'est le parc immobilier. Et vous le savez, Monsieur le Ministre, que le parc immobilier domanial est dans un état lamentable. Il n'y a qu'à aller à Colomiers, par exemple, pour voir la situation, le plateau de Satory et quelques casernements de la garde républicaine. Donc l'état du parc immobilier est assez préoccupant, alors que votre prédécesseur avait annoncé des efforts importants qui a suscité beaucoup d'espoir, tant dans la gendarmerie que dans la police, et beaucoup dans la gendarmerie, parce que vous savez qu'ils ont un retard de 103 millions de loyers impayés qui leur sont imputés sur des crédits dont ils ne peuvent pas disposer. Donc dans le budget, il y a une très légère augmentation des crédits qui ne semble pas suffisante pour résorber cette situation. Est-ce que, pour respecter ces engagements qui avaient été pris, est-ce que vous avez, dans quel délai comptez-vous effectivement résorber cette situation? Ensuite, la quatrième question, enfin le quatrième point, c'est les investissements numériques. La PSQ est basée sur effectivement une révolution numérique, alors que dans le budget 2019, pour la police nationale, il y a que les budgets d'investissement pour les nouvelles technologies chutent, et c'est pratiquement inexistant pour la gendarmerie. Comment comptez-vous, Monsieur le Ministre, moderniser nos forces de sécurité sans allouer de crédit dans le domaine de la révolution numérique? Et enfin, les véhicules, Monsieur le Ministre, vous savez très bien qu'on annonce sur le budget des acquisitions de véhicules, mais qu'il y a une mise en réserve budgétaire qui obère gravement l'acquisition des véhicules. Par exemple, en 2018, sur les 2800 véhicules, la gendarmerie n'a pu acquérir que 1700 véhicules. Eh bien, écoute, voilà. Donc, quelle solution envisagez-vous pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise? Alors, Monsieur le Ministre, une salve de questions précises, qui appellent des réponses précises. Oui. Je vais commencer par la fin. Pour la mise en réserve, la solution est simple, c'est le dégel. Je l'ai obtenu sur les véhicules pour la gendarmerie, 24 millions d'euros. Et donc, pas de difficulté sur ce sujet-là.
non pas parce que Bercy a voulu nous faire plaisir, mais parce que c'était absolument indispensable, et votre question montre cette importance-là. Sur la question du numérique, faites attention à des chiffres, on pourra vous les préciser. Sur l'équipement des forces de police, il y a eu un retraitement comptable, mais il n'y a pas de diminution. Et sur la gendarmerie, on avait déployé 67 000 néo-gendes terminaux, ils ont été déployés, et donc c'est pour ça qu'il y a cette lecture-là. Il n'y a pas de frein à l'équipement numérique, il est absolument indispensable. Je ne veux pas vous laisser dire qu'on entretient la misère. Je pense qu'il nous faut là-dessus être responsable. On peut tous penser qu'on peut rajouter 100 millions, 200 millions, 300 millions, que ce n'est pas une difficulté. Mais il m'arrive, y compris quand je viens de Sénat, d'entendre aussi l'approche macroéconomique de la nécessité de tenir le budget. Avec un budget qui augmente de plus d'1 milliard d'euros en 2 ans, on n'est pas dans une logique d'entretien de la misère. Mais la misère, elle existe. J'ai évoqué des cas, vous évoquez Satori. Satori, alors c'est un énorme programme. Aujourd'hui, des travaux sont planifiés. Les travaux se débuteront cette année, mais ça va prendre du temps. Parce qu'effectivement, l'idéal serait de pouvoir investir massivement, mais on est sur des enjeux financiers tels qu'elle est dans la programmation immobilière. Et je vous le dis, des opérations seront programmées dès cette année. Sur les moyens de la police et de la gendarmerie, enfin, je pense que, voilà ce que je disais, on peut penser qu'il en faut plus. Et ce serait parfaitement légitime, je ne vous fais pas ce reproche-là, mais vous êtes des responsables politiques, comme je le suis. Et même si on a des désaccords d'orientation, on ne peut pas considérer qu'une augmentation très significative de 335 millions d'euros pour les moyens de la police et de la gendarmerie, c'est pas grand-chose. En ce qui concerne la police nationale, le budget 2019 augmente de 216 millions. Pour la gendarmerie, c'est une progression de 119 millions. C'est quand même non négligeable. Est-ce que ça permet de rattraper le retard? Non. Je pense que mon propos il va être politiquement plus global. La justice et la sécurité en France, depuis très longtemps, ne sont pas au niveau du budget de l'État qu'ils devraient être. Les deux. Et je pense que sur les deux, le rattrapage est indispensable. Il faut le conduire. Mais il n'est pas. Il faut le conduire. Le ministre que je suis le fait aussi avec un cadre budgétaire qui est négocié avec Bercy. Et je revendique que c'est plus facile de vous présenter le budget aujourd'hui après la négociation qu'a conduit en plus mon prédécesseur. Je ne peux pas faire cocorico pour ce qui me concerne, mais c'est quand même plus facile que pour certains autres budgets que vous avez dû connaître de la sécurité en France. Monsieur Dominati, qui est rapporteur spécial de la Commission des Finances. Monsieur le ministre, j'apprécie la tonalité avec laquelle vous exposez votre mission, mais je suis frappé par un certain nombre d'inexactitudes sur le plan des chiffres. La première inexactitude, c'est l'augmentation du budget. Vous parlez des autorisations d'engagement, je suppose, parce qu'en réalité, en crédit de paiement, l'augmentation de la mission sécurité est de 1,62% et non pas de 3,5%. La deuxième inexactitude, c'est que dans ce budget, dans cette loi de finances, les investissements sont en baisse. Vous dites un effort significatif, important. Pour la gendarmerie, l'an dernier, c'était 200 millions. Cette année, ça sera 173. Pour la police nationale, c'était 355 millions. Cette année, ça sera 273. Ça, c'est les chiffres que nous disposons au budget de l'État. Alors en réalité, cette tendance, elle est logique. Elle est logique parce que depuis un certain nombre d'années, le titre 2, c'est-à-dire les dépenses de personnel augmentent, et ils augmentent en disproportion avec le fonctionnement et l'investissement. Et en réalité, cette année, les frais de personnel seront de 87,36%. Il y a 10 ans, Monsieur le Ministre, c'était 80%. Autrement dit, à chaque fois que l'État, depuis 10 ans, a créé un poste d'agent ou 3 postes d'agents, on a supprimé une voiture. Et donc l'autre inexactitude, c'est les voitures. Comme beaucoup de ministres, vous dites « Ah ben le parc automobile va bien ». Il se trouve que la Commission des Finances a demandé à la Cour des comptes, et vous en avez connaissance, une enquête sur l'état d'équipement de nos forces de sécurité. La Cour des comptes a mis 1 an et demi pour essayer de faire cet inventaire. L'enquête a été remise à la Commission des Finances le 15 septembre et le constat est édifiant. Pour la juridiction financière, le parc automobile, aussi bien de la gendarmerie que de la police, est vieillissant. Il est vieillissant dans le budget 2018 et il est vieillissant dans votre projet de budget 2019. Donc, il faudra véritablement recouper les chiffres ou contester la décision de la Cour des comptes.
La Cour des comptes a aussi constaté que les policiers ou les personnels, il n'y a que 51% des effectifs qui font leurs 3 formations aux séances de tir dans l'année. Autrement dit, effectivement, il y a des augmentations sur les effectifs, mais il y a baisse sur la formation, baisse sur les véhicules, baisse sur le fonctionnement et baisse sur l'investissement. Je ne parle pas de la vacation forte, qui nécessite une augmentation des effectifs supérieure à celle que vous avez dans le budget. Ce n'est pas de votre fait, mais c'est une réalité. C'est la même chose que la directive de Bruxelles concernant la gendarmerie. C'est pour toutes ces raisons que les chiffres que vous indiquez sont contraires à ce que nous constatons à la Commission des finances, et c'est pour ça que la Commission des finances a rejeté votre budget. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le ministre. Bon, très rapidement, d'abord, si vous m'avez entendu dire le parc automobile va bien, c'est que vous ne m'avez pas entendu. Et donc, je peux comprendre que vous affirmiez cela. Attendez, j'ai même donné la durée moyenne des véhicules, donc en aucun cas j'ai tenu ce propos-là, et parce que ce serait idiot de le tenir. Par contre, qu'il s'améliore, la réponse est oui. 5 800 véhicules livrés en 2018 pour nos forces de sécurité, là c'est du concret. Et si vous voulez, je vous donnerai les moyens, vous êtes rapporteur spécial, de le vérifier. Vous pourrez les vérifier un à un, carte grise par carte grise, et donc ça abaisse la durée moyenne des véhicules. Est-ce que ça rend le parc automobile satisfaisant? La réponse est non. Mais ne me faites pas dire ça. Mais quand 5 800 véhicules sont livrés, c'est mieux. Voilà. Donc on peut... Mais si vous voulez, je peux vous répondre. Bon, donc écoutez, si vous voulez que ce soit interactif, on peut se voir en rendez-vous. Mais sinon, je tente de vous répondre sur ce sujet. Voilà. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais vous savez, moi j'adorerais avoir une baguette magique. Je pense que tous les ministres de l'Intérieur, voire même tous les premiers ministres, voire tous les présidents de la République, même les présidents de commission des lois, de temps en temps, adoreraient avoir cet objet. L'exercice n'est pas simple. Sur la question du ratio dépenses de personnel par rapport à l'équipement, vous avez totalement raison. Il y a une dégradation forte de ce ratio et il est problématique, surtout que le matériel est un matériel aussi de protection de nos forces de sécurité et que ça s'est largement amélioré, et tant mieux, et ça représente des coûts. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons prévu cette année 2500 recrutements et nous avons mis en place 28 millions pour l'équipement de ces 2500 recrutements. Et donc là-dessus, il n'y a pas de lézard, comme diraient mes enfants, parce qu'on les a prévus, on les a anticipés. Le pire est possible, le gel, le surgel, une annulation de crédit, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce parallèle nécessaire, parce que je ne veux pas effectivement qu'on puisse recruter des femmes et des hommes qui n'aient pas le matériel qui assure à la fois leurs moyens d'intervention et leur sécurité, ça me paraît indispensable. Ensuite, on peut discuter, moi, de la question de la nomenclature en titre sur ces sujets. Elle était d'ailleurs au cœur de l'ordonnance du 2 janvier 59 et on travaille aujourd'hui dans le cadre de la LOLF. Et donc, je m'attache pour ma part à privilégier les catégories de la LOLF, c'est-à-dire les missions, les programmes et la distinction que la LOLF fait entre les dépenses de personnel et les autres dépenses. Donc on peut ouvrir ce débat, mais aujourd'hui, si vos chiffres sont exacts, il faut faire attention aux effets de périmètre. Par exemple, je prends un exemple. La suppression des loyers budgétaires ou encore le changement de traitement comptable dans certaines dépenses d'équipement en matériel informatique ou de logiciel, ça a un impact. Ça a un impact et donc c'est aussi avec un effet de périmètre que nous devons corriger cela. Les deux sujets que je viens de vous indiquer, c'est 90 millions d'euros dans les deux forces. Et donc c'est dans ce dialogue, c'est l'intérêt aussi de notre échange que nous devons travailler sur ce sujet. Et votre comparaison présente l'inconvénient de comparer des données différentes à des stades différents du processus budgétaire. Et donc ça n'est pas la même chose que de considérer, que les effets des données du projet de loi de finances, on doit les comparer à un effet du projet de loi promulgué, sauf à considérer que le débat parlementaire ne sert à rien. Celui qui a été parlementaire et qui vous parle pense que, dans une commission des finances, pense que c'est nécessaire. Vous savez, moi, in fine, ce qui compte d'ailleurs, ce n'est pas le budget que je suis en train de vous présenter, c'est l'exécution budgétaire. Et je pense qu'on est quand même dans un vrai paradoxe. Et là, on va se rejoindre sans difficulté, où on passe 5 semaines au Sénat, 7 semaines à l'Assemblée à travailler sur le texte budgétaire, et on passait une demi-journée à travailler sur la loi de règlement. Dans les communes, on sait faire. Et on sait qu'effectivement, ce qui compte, ce n'est pas le budget, c'est le réalisé, c'est le compte administratif, et c'est ce qui permet d'avoir une révision. C'est-à-dire comme ça qu'on doit évaluer en réalité la capacité d'action d'une municipalité. Et souvent, les oppositions viennent vous expliquer que vous avez mal travaillé parce que vous avez mis X millions, 10 millions d'investissements, vous n'en avez réalisé que 6, c'est que vous n'êtes pas bon. Et quand on a un peu d'expérience, on sait que tout ça est assez logique et que c'est le processus budgétaire. Donc moi, je nous propose de ne pas nous opposer des chiffres et de ne pas qualifier telle ou telle lecture de fausse ou de mensongère.
ce budget porte une ambition. Mais je sais qu'il me faudra me battre pour qu'il soit exécuté, réalisé, et que nous fassions en sorte qu'on ait ces moyens-là. Mais je vais prendre un exemple différent, parce que j'aurais trop peur qu'on ne l'aborde pas. La sécurité civile, et s'il y avait une question sur ce sujet, l'équipement en matériel, en avion. Le ministre précédent a lancé un programme d'acquisition de 5 Dash. Je veillerai, de 6, pardon, je veillerai à ce que le premier soit livré avant l'été. Et c'est un engagement de 380 millions d'euros. Là, je veux dire, de toute façon, on connaît le prix d'un Dash, on connaît la commande, on connaît la date de réalisation et la date de livraison. Et donc, on va tout faire pour que ce soit livré, que notre force de sécurité civile à Nîmes, et je lui rendrai visite dans quelques jours, soit armée avant l'été avec un nouvel avion. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole à Monsieur Gabouty, qui est également rapporteur spécial de la Commission des Finances, plus spécifiquement, je crois, sur les questions de sécurité routière. Oui, Monsieur le Ministre, simplement une question qui crée parfois un trouble sur le sujet que vous venez d'évoquer entre les inscriptions budgétaires et les réalisations. L'an dernier, en début d'année, on a entendu la ministre, à l'occasion du débat sur les 80 à l'heure, dire qu'il n'y aurait aucun radar supplémentaire. Alors, elle avait raison, parce qu'en 2018, malgré des inscriptions de progression relativement importantes, on a eu une diminution du nombre de radars installés de 3. Cette année, on a retrouvé un budget de manière à porter le nombre de radars installés. Alors, il y en a qui sont transformés. Tous ne sont pas des radars nouveaux, mais l'effectif global porté à 4700 pour le 31 décembre 2019. C'était déjà l'objectif du 31 décembre 2018. Et à l'intérieur de la répartition des différents types de matériel, on s'aperçoit de nouveau, pour 2019, qu'il y a des mouvements en volume qui techniquement sont quasiment impossibles. Alors ce qu'on a constaté pour l'an dernier, on en a la traduction dans le PLFR, puisqu'il y a effectivement une annulation de crédit, je crois, qui doit être, je n'ai pas encore regardé le PLFR, mais qui doit être fléchée vers l'AFIT, sur ce poste de financement de matériel. Est-ce qu'on ne risque pas, compte tenu des écarts qu'il y a, et au vu de l'expérience 2018, de retomber en 2019 dans les mêmes errements entre l'objectif affiché et puis les installations effectivement réalisées, donc effectivement entre budget prévisionnel et ce qui serait le compte administratif de réalisation de ces implantations. Voilà. Monsieur le Ministre. L'explication est purement technique liée à l'homologation, pour faire simple. 400 radars tourelles devaient être financés, vous l'avez évoqué. L'homologation a pris du retard, 6 mois, par rapport aux prévisions initiales. Et donc les premiers équipements ne seront pas mis en activité dans l'année 2018. Par contre, ils ont été commandés. Aujourd'hui, compte tenu du retard de l'homologation, nous avons l'homologation. Ils ont été commandés, ils seront livrés en 2019 et ils seront installés en 2019. Donc sur les 400 radars, il y a une explication technique, mais ils seront mis en œuvre. Il s'agit des radars tourelles, ceux qui sont mis à 4 mètres de haut et qui ont une capacité de contrôle et donc de prévention routière. Parce que je rappelle qu'on n'est pas sur une logique fiscale sur ces sujets. Les radars, c'est à peu près 1 milliard d'euros de recettes, l'ensemble des radars en France, qui baissent d'ailleurs cette année, y compris en 2018. Il y aura des conséquences budgétaires sur ce sujet, notamment pour la FIT, mais vous connaissez la ventilation. Je ne vous ferai pas l'insulte de l'évoquer, la ventilation des recettes. Mais 1 milliard d'euros, quand on sait que la prévention routière a un coût de 3,5 milliards d'euros. Donc on n'est très clairement pas sur quelque chose qui serait la machine Afrique qui est quelquefois dénoncée. Ça n'est pas le cas. Le contrôle sauve des vies. Et je le dis sans aucune hésitation et sans aucun état d'âme. Et sur les annulations du PLFR, on me précise, mais j'ai toute confiance sur celui qui me précise, on me précise qu'il s'agit d'annulations techniques, c'est des AE qui étaient devenus sans objet, et donc elles ont été annulées dans ce cadre-là. Mais si vous avez besoin, on pourra vous passer des éléments sur ce sujet. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. À ce stade, je devrais normalement donner la parole à Madame Catherine Troendlé, mais vous pouvez constater que Madame Troendlé n'est pas là. Moi, je sais où elle est. Elle est à Strasbourg, où elle rencontre Madame Marianne Thyssen, la commissaire européenne chargée de l'emploi et des affaires sociales. Pourquoi est-elle à Strasbourg?
c'est parce qu'elle est l'auteur d'une motion qui a été signée par 254 sénateurs qui marque l'attente très forte du Sénat français que l'Union européenne prenne des mesures après la décision Matzak de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018 qui a des implications mettant en cause le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Et Madame Troendlé m'a donc chargé de me faire son porte-parole, Monsieur le Ministre, parce qu'elle vous a aussi saisi de cette motion de 254 sénateurs, de notre inquiétude sur l'avenir du volontariat qui est dans le modèle français une forme d'engagement pour la sécurité civile absolument incontournable. Et la question que je vous pose en son nom, mais aussi en notre nom à tous, c'est que peut entreprendre le gouvernement français et qu'a-t-il entrepris pour colmater cette brèche dans les meilleurs délais, éventuellement en modifiant ou en engageant la modification de textes européens et faire en sorte que le statut des sapeurs-pompiers volontaires ne soit pas mis en péril. Merci, Monsieur le Président, de vous faire son écho, parce que c'est un sujet majeur qui va tous nous rassembler. Je veux tout de suite vous dire et vous confirmer qu'aujourd'hui le gouvernement est profondément attaché au modèle de sécurité civile français qui repose fondamentalement sur le volontariat et nous devons trouver une solution. Je suis l'élu des Alpes-de-Haute-Provence, un département où 1% de la population, 1%, est engagé comme sapeur-pompier volontaire. C'est assez impressionnant, avec 26% de femmes engagées. Ça, c'est un des records de France. Mais 1%. Et c'est notre modèle. Et donc aujourd'hui, quand on sait que 67%, je crois, ou 69% de nos sapeurs-pompiers volontaires ont une activité professionnelle, sont salariés, 69% de nos 193 800 sapeurs-pompiers volontaires, on voit l'enjeu majeur des conséquences de l'arrêt Marsac. Premier élément, il n'y a pas... Enfin, si ça pouvait ne pas être au procès-verbal, parce que je ne voudrais pas donner des idées, il n'y a pas de mise en demeure de la France aujourd'hui sur ce sujet. Par contre, Monsieur le ministre, vous vous exprimez publiquement. Oui, mais je vais l'assumer, c'est pas grave. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Mais il n'y a pas de mise en demeure aujourd'hui directe. Par contre, la Cour des comptes ne manque pas d'évoquer ce sujet quand elle travaille sur les SDIS. Nous avons un peu de temps. Mais un peu de temps pour agir. Et deux orientations me semblent envisageables aujourd'hui pour prendre en compte les impacts de cette jurisprudence et de cet arrêt Marsac. La première est d'envisager la transposition de la directive en exploitant au maximum les facultés de dérogation qui sont prévues par le texte. Et donc j'ai demandé au service du ministère de l'Intérieur d'aller le plus loin possible dans l'analyse de tout ce que nous pouvons mettre en avant comme dérogation qui doit nous permettre de protéger, avec cet objectif, de protéger notre modèle assez unique sur ce sujet. Et la seconde, je souhaite mener l'une et l'autre en même temps, l'une et l'autre dans un ordre inversé. Au fond, je m'en fiche un peu. L'essentiel, c'est qu'on avance. La seconde, c'est d'engager une démarche auprès des autorités européennes pour obtenir une évolution de la directive de 2003. Ce sera difficile. La directive de 2003 est une initiative française. Il faut avoir cela en tête. Et donc, du coup, et elle a des vertus sur le temps de travail, sauf que elle aboutit à une analyse, et la Cour de justice aboutit à une analyse de son entrée en vigueur qui ne correspond pas à notre modèle de sécurité civile et au volontariat, qui n'est pas une activité salariée professionnelle, contrairement à l'analyse qui aboutit à l'arrêt Marsac. Il y a des discussions juridiques aussi sur cet arrêt, mais voilà, l'idée c'est de mener les deux en parallèle. Travailler au maximum sur toutes les dérogations qui doivent nous permettre de sauver notre modèle et de discuter avec les autorités européennes pour obtenir cette évolution. Pour l'instant, je n'ai pas encore engagé la saisine de la Commission européenne parce que je suis en responsabilité depuis un mois aujourd'hui et j'ai demandé qu'on m'arme sur tous les éléments de discussion que nous devons avoir sur ce sujet. Mais nous sommes côte à côte sur l'ambition de préserver ce modèle de sécurité civile français dont on sait que d'abord il correspond à une philosophie de l'engagement qui mérite d'être défendue, mais en plus, elle correspond aussi à une question financière qui, si nous étions dans une approche de professionnalisation, d'une part coûterait très cher, mais ne permettrait pas d'armer les départs partout.
dans mon département, dont je vous vante les qualités, mais dans beaucoup de départements, j'étais maire, d'une sous-préfecture dans les Alpes d'Haute-Provence, qui était la principale sous-préfecture, et je crois que c'était le troisième centre de départ. J'ai un professionnel depuis 3 ans. Et donc la totalité des interventions se font sous l'autorité de ce professionnel, mais avec des sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est ça la réalité que nous connaissons. Et si demain nous étions, même si on imaginait qu'on était riche, nous ne serions pas en mesure de couvrir le territoire comme il est couvert aujourd'hui sur les territoires ruraux en particulier. Merci de cette réponse et de cet engagement pour maintenir le statut de nos sapeurs-pompiers volontaires malgré cette jurisprudence scélérate. Je donne la parole à M. Grosdidier. C'est un commentaire. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre toutes les observations de notre rapporteur Philippe Dominati, que je partage. J'ai les mêmes interrogations budgétaires. Je ne doute pas de votre bonne volonté, Monsieur le Ministre, de votre souhait de disposer d'un budget à la hauteur des moyens de vos services et notamment des forces de sécurité intérieure, mais le compte n'y est pas. Alors c'est sûr, on fait mieux que les années précédentes. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le travail de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, pour l'instant, dont on se demande d'ailleurs, même si un membre du gouvernement jusqu'à présent l'a lu, en tout cas on n'en a pas la certitude, même plutôt souvent le sentiment inverse. Nous partageons entièrement ce que vous nous dites, au dossier que nous l'avons vu pendant 6 mois. Nous avons établi les responsabilités des uns et des autres, y compris d'ailleurs celles de nos amis au gouvernement lorsqu'ils y étaient, qu'ils soient de droite ou de gauche, et le propos n'est pas du tout là. On a aujourd'hui une situation qui est ce qu'elle est, souvent des besoins nouveaux ou d'une intensité nouvelle, et on ne peut pas s'en tirer, je veux dire, avec l'affichage d'augmentation marginale ou parfois même des artifices. Je ne vais pas tout prendre, mais sur les véhicules, 5800, c'est 5800 sur combien ? Si c'est 5800 sur 60 000, ça veut dire qu'on continue à vieillir et qu'on part sur 10 ans de moyenne d'âge. L'année dernière, on nous a dit, c'est super, on renouvelle le parc de la gendarmerie. Alors oui, on le renouvelle, mais au mieux pour le maintenir au même âge, c'était 3 000 sur les 24 000 véhicules légers. Et sans compter que sur on a gelé en cours d'année 40% de ces 3 000. Quant au programme de véhicules de la police, il était déjà insuffisant, et puis je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais on n'a pas commandé tous les véhicules budgétisés. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'on vous dit avec la commission d'enquête, et on vous le dit parce que vous en avez besoin. Ce n'est pas des opérations au coup, par budget et revues en cours d'année. C'est une loi de programmation. Il faut une loi de programmation pour la sécurité intérieure. Il le faut pour sécuriser justement vos budgets et vos investissements. Il le faut aussi pour redonner le moral aux forces de l'ordre. Il faut qu'ils sachent qu'on les mettra à niveau, pas tout de suite, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 6 ans, peut-être dans plus, mais que la perspective soit affichée et que les objectifs, même intermédiaires, soient tenus. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on vous propose au milieu de plein d'autres choses. Ça vaut pour les véhicules, ça vaut pour l'immobilier, ça vaut pour l'ensemble de l'équipement. Sur l'équipement, on parlait de vidéo. Bien sûr, on en est convaincu, et bien avant l'expérimentation de l'État, on a été les pionniers parfois dans les communes de l'utilité des caméras piétons individuelles pour éviter les remises en cause injustifiées des agents, pour éviter les dérapages éventuellement des forces de l'ordre, pour donner des éléments tangibles aux juges, pour immédiatement faire baisser la tension. Mais actuellement, les policiers restent insuffisamment équipés, et surtout les gendarmes, seulement équipés en ZSP. On est allé beaucoup plus vite parfois dans les polices municipales, et je vous pose la question, parce que sur les polices municipales, on s'était bien débrouillé sans l'État. L'État est intervenu pour une expérimentation qui n'a pas été prolongée. On a fait des prouesses au Parlement pour voter un conforme cet été. Le décret n'est toujours pas sorti, c'est-à-dire qu'on a dû remiser, nous, les caméras dont on avait équipé les policiers municipaux. Et sur la vidéoprotection, je sens votre impatience. C'est même pas de l'impatience. J'ai tellement de plaisir à vous écouter. Mais c'est le sentiment de la justice que je dois faire observer entre tous nos collègues. Mais allez-y, finissez. Et donc, je dirais simplement,
sur la vidéo, la vidéoprotection caméra fixe dans les communes, tellement utile à la justice et aux forces de l'ordre national. Vous ne cofinancez plus en dehors des ZDP, ça nous manque. Et je termine par 2 questions très courtes en fonctionnement. Comment allez-vous payer les 22 millions d'heures sup qu'on ne peut pas faire récupérer à nos forces de l'ordre? Et deuxième question pour les collectivités, est-ce que vous allez payer l'arriéré de loyer de 85 millions d'euros qui sont dus aux collectivités pour loger les gendarmes qui sont bien logés quand ils le sont par les collectivités et très mal quand ils le sont par l'État? Oui, sur la première question, d'ailleurs, M. Henri Leroy, vous l'avez également posée tout à l'heure, mais dans le flux des questions auxquelles vous avez dû répondre, celle-là vous a sans doute échappé. Donc c'est une bonne chose que M. Grosdidier vous la repose, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Je vais commencer par le dernier sujet. Moi, je ne sais pas instantanément gérer la question du stock des heures supplémentaires. Par contre, il y a des travaux en cours sur la réorganisation du temps de travail. Au niveau de chaque organisation, nous publierons des arrêtés en début d'année prochaine qui doivent donner les moyens, je dirais, organisation par organisation, d'empêcher l'augmentation du stock. C'est déjà une avancée. Elle n'est pas satisfaisante. Parce que j'adorerais disposer de, je ne sais plus, on m'avait donné le chiffre à 250 millions d'euros à peu près pour payer le stock, ce serait très bien et ça me rendrait extrêmement populaire, mais certains peuvent penser qu'on peut le promettre, d'autres savent comme moi qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas. Votre propos était un peu un réquisitoire, je l'entends, ça n'est pas le ton avec lequel je souhaite vous répondre, mais je reprends le compte n'y est pas, affichage d'augmentation marginale et des artifices. Bon, et vous abordez la question des véhicules. Oui, on peut penser qu'il n'y en a pas assez. Moi, j'ai mémoire qu'en 2012, il y avait 916 véhicules qui étaient programmés pour être achetés pour la gendarmerie. Cette année, il y en a 2800. Je pense que c'est une augmentation qui est au-delà du marginal. C'est pour moi plutôt significatif. 916 à 2800 pour comparer le budget 2012 et le budget 2019. Mais est-ce que ça permet d'aller assez loin? Non, je le redis. Parce que je pense qu'on pourrait aller plus loin encore, mais vous me demandez une perspective. La perspective, elle est qu'en moyenne, sur la durée du quinquennat, nous achèterons 1100 véhicules de plus chaque année que la moyenne de toutes les années du quinquennat précédent. Donc vous voyez, je suis généreux. 2012-2017. 2012-2017. Non, je me voulais généreux, j'ai parlé de 2012, dont j'ai le souvenir qu'il avait été voté par la majorité du quinquennat, et 2012-2017... Non, mais c'est pour ça. Non, mais 2012, vous savez comme moi que c'était le budget qui était voté par la précédente majorité. Et 2012-2017, c'est un budget que j'ai voté systématiquement comme parlementaire. Et donc, je peux noter cette forte augmentation. Je ne reviens pas sur vos propos pour le gel. Je pensais avoir été clair sur le gel des véhicules. Manifestement, je ne l'ai pas été. Les crédits qui ont été gelés sur l'acquisition de véhicules ont été en totalité... Ah ben voilà, c'est pour ça. Donc je veux vous rassurer, les crédits qui avaient été gelés ont été totalement dégelés pour tenir cet objectif. Plus globalement, sur le rapport que vous avez évoqué de la commission d'enquête, j'ai le sentiment que non seulement il est élu, mais qu'en plus il a été fortement utilisé par Gérard Collomb, mon prédécesseur, pour négocier avec Bercy. Au moins, il aura eu cette vertu pour négocier avec Bercy, parce que vous imaginez bien que ce que vous considérez comme marginal a quand même été des moments un peu de tension dans la discussion entre le ministre de l'Intérieur et son cabinet et Bercy. Et je sais, pour en avoir parlé avec Gérard Collomb, que votre rapport a déjà eu cette efficacité-là pour négocier ardemment avec le ministère de Bercy, ce qui est un exercice assez normal sur le sujet. Sur les caméras piétons, on peut aller plus loin, plus vite, oui. Mais on augmente de 25% les caméras piétons pour les policiers. Ça fait plus 4000 caméras piétons pour les policiers. C'est quand même non négligeable. Avec les gendarmes, il y a une discussion sur la doctrine. C'est un peu différent, mais ce n'est pas un sujet budgétaire. Sur la vidéoprotection, je ne veux pas vous laisser dire que nous ne finançons pas les investissements et la vidéoprotection des communes. Sur 2018, au moment où je vous parle, à peu près 30% du FIPD a permis de financer de la vidéoprotection dans les communes. Ce qu'il faut noter, je l'ai encore vu sur le terrain la semaine dernière avec deux maires à Grigny. Il y a une très forte augmentation de la demande parce que les maires ont enfin compris que c'était un sujet majeur. Vous savez que même dans certaines familles politiques à laquelle j'appartenais, il a d'abord fallu changer la sémantique, c'est-à-dire que la vidéosurveillance est devenue la vidéoprotection, ce qui est devenu beaucoup plus politiquement correct à ce moment-là. Et aujourd'hui, il y a une très forte augmentation de la demande et nous ne pouvons pas suivre avec les crédits du FIPD toutes les demandes qui ont été faites. Mais je souhaite maintenir
la capacité de financement globale dans le FIPD et la possibilité de financer directement de la vidéoprotection mise en place par les communes et pas seulement dans les quartiers de reconquête républicaine ou dans certains quartiers. Sur les arriérés de loyer dans la gendarmerie, parce que vous étiez complet, intense et un peu critique, sur les arriérés de loyer, Gérard Collomb avait décidé de résorber la dette locative qui s'était constituée en 2 ans sur 2016 et 2017. C'est un engagement que nous devons reprendre. 26 millions ont été consacrés en 2017, 26 millions le seront en 2018, enfin le sont en 2018. Et donc, selon les informations que j'ai, la dette est résorbée et elle a un caractère aujourd'hui fonctionnel, et donc on est frictionnel, pardon, et on est sur ce sujet bordé. Ça me paraissait nécessaire. Et évidemment, il n'est pas question que cette dette soit reconstituée, parce que ça ne sert à rien de penser qu'on a régler ce problème aujourd'hui et qu'on se retrouve dans 2 ans. Je ne sais pas si je serai encore là, mais je n'aimerais pas me faire engueuler sur le sujet. Et voilà pour l'audition de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, sur le budget de son ministère pour l'année 2019. 3 ans, jour pour jour, après les attentats du 13 novembre 2015, Christophe Castaner a expliqué que la menace terroriste était toujours présente en France, mais sous une forme endogène, avec des attentats préparés par quelques individus à l'intérieur du territoire. Et malgré la hausse du budget des forces de l'ordre pour 2019, une hausse de 335 millions d'euros, les sénateurs ont pointé le manque de moyens de la police et de la gendarmerie, notamment en matière d'équipement. Le rapporteur de la commission des finances, Philippe Dominati, a pris un exemple marquant en expliquant que quand on recrute un agent, une voiture était supprimée. Et sur le budget de l'asile et de l'immigration, le Sénat a néanmoins salué la hausse exceptionnelle de 22% prévue pour 2019. La politique d'intégration des réfugiés est renforcée avec plus d'heures de cours de français. Mais les sénateurs ont souligné une faille dans cette politique d'immigration. En 2018, seulement 12% des personnes obligées de quitter le territoire français ont été réellement expulsées. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.